Mon mari m'a humilié devant sa mère et sa sœur et elles ont ri, mais alors que je tenais mon visage inondé de larmes, j'ai entendu des bottes lourdes à la porte, puis mon père, un militaire, est entré avec 2 soldats armés. Le silence s'est installé dans la pièce. La gifle résonna dans le salon comme un coup de feu. Ma joue me brûlait, la douleur s'étendant sur mon visage alors que les larmes que j'avais appris à ravaler menaçaient de couler. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le rire cruel qui montait du canapé. Il était temps que quelqu'un la remette à sa place, ricana Viviane, sa voix dégoulinant de satisfaction. Les yeux de ma belle-mère pétillaient de méchanceté alors qu'elle ajustait ses lunettes de créateur, me regardant avec la même expression qu'elle aurait en regardant un insecte se faire écraser. La fille n'apprend jamais. Ma belle-sœur, Belle, gloussa derrière sa main manucurée. Elle l'a bien cherché, honnêtement, à se pavaner ici comme si elle était propriétaire des lieux. Je restais figé, ma main pressée contre ma joue brûlante, goûtant le sang là où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma bouche. L'humiliation était pire que la douleur. 3 ans de cela. 3 ans à être leur punching ball, leur divertissement, leur exutoire pour chaque impulsion cruelle. Mon mari, Trevor, fléchit les doigts comme pour se débarrasser de l'impact. Son visage ne montrait aucun remords, seulement le regard satisfait d'un homme qui venait de rappeler à tout le monde qui était le chef. Peut-être que maintenant tu y réfléchiras à 2 fois avant de me mettre dans l'embarras devant mes collègues, dit-il en redressant sa cravate avec une indifférence désinvolte. Ta petite crise au dîner de ce soir était inacceptable, Mia. Totalement inacceptable. Ma crise. J'avais simplement demandé qu'il ne me coupe pas la parole lorsque la femme de son patron m'avait interrogé sur mon diplôme d'infirmière. C'était tout. C'était mon crime. Les larmes coulèrent quand même, silencieuses et chaudes, ruisselant sur mon visage alors que je les fixais tous les 3. Viviane se prélassait dans son fauteuil trône. Belle était recroquevillée sur le canapé comme un chat satisfait, et Trevor se tenait au-dessus de moi tel un général conquérant. Aucun d'eux n'entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Aucun d'eux ne remarqua les pas mesurés traversant le hall d'entrée en marbre, mais moi si. Je me tournai vers l'entrée du salon juste au moment où mon père apparut, flanqué de 2 hommes en treillis militaires. Le colonel James Candan se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux gris acier scrutant la scène avec la précision calculatrice d'un homme qui avait passé 30 ans à lire les champs de bataille. Le silence tomba dans la pièce. Le changement fut instantané et absolu. Le sourire suffisant de Trevor se figea sur son visage. Le rire de Viviane mourut dans sa gorge. Belle s'arrêta au milieu d'un gloussement, ses yeux s'écarquillant en voyant les 2 soldats armés se tenant au garde-à-vous derrière mon père. Le regard de papa se déplaça lentement de mon visage inondé de larmes à ma joue rougie, puis à la main encore levée de Trevor. Son expression ne changea pas, mais quelque chose changea dans l'air, quelque chose qui fit que même la maison elle-même sembla retenir son souffle. Quand il parla enfin, sa voix était calme, contrôlée, et plus terrifiante que n'importe quel cri aurait pu l'être. « Messieurs, dit-il à ses compagnons, sans jamais quitter Trevor des yeux. Je crois que nous avons trouvé notre cible. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus de récits de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. 6 heures plus tôt. J'aurais dû savoir que la soirée se terminerait mal quand Viviane a commencé à réarranger les couverts. Non, non, Mia, dit-elle en déplaçant pour la 3e fois ma fourchette à salade soigneusement positionnée. Le cristal de Waterford va à droite. Combien de fois devrais-je te le dire? Le patron de Trevor attend de l'élégance, pas quoi que ce soit. Je ravalai ma réponse et ajustai de nouveau la fourchette, la regardant inspecter la salle à manger comme un général passant ses troupes en revue. Tout devait être parfait pour la visite de Monsieur Braxton. Trevor convoitait une promotion au cabinet d'avocat depuis des mois. Et le dîner de ce soir était censé sceller l'affaire. Les fleurs sont trop hautes, annonça Belle depuis son perchoir sur le comptoir de la cuisine, se limant les ongles pendant que je finissais les amuse-gueules. Elles bloqueront la conversation. Honnêtement, Mia, c'est comme si tu n'avais jamais reçu auparavant. Je ne l'ai jamais fait, voulais-je dire, parce que vous ne me laissez jamais faire, mais j'avais appris à me taire. 3 ans de mariage m'avaient au moins appris cela. Trevor apparut à l'entrée de la cuisine, ajustant ses boutons de manchette avec cet air important qu'il avait perfectionné depuis qu'il était devenu associé junior. Il était beau dans son costume sur mesure, il l'était toujours.
C'est ce qui m'avait attiré chez lui au début. À l'époque où j'étais assez jeune et stupide pour croire que le charme et la beauté signifiaient quelque chose. Combien de temps encore, demanda-t-il en consultant sa Rolex. Braxton sera là dans 1 heure, et je veux que tout soit parfait. Presque terminé, dis-je en déposant la tarte à l'oignon caramélisé sur les assiettes de service. J'avais passé tout l'après-midi à préparer son apéritif préféré à partir de rien. De la même manière que j'avais appris à préparer toutes ses choses préférées, de petits gestes d'amour qui étaient en quelque sorte devenus des exigences, des attentes, des demandes. Il passa derrière moi, plaçant ses mains sur mes épaules dans ce qui aurait pu ressembler à de l'affection pour un observateur. Mais je sentis la tension dans sa poigne, l'avertissement subtil. « Tu sais à quel point ce soir est important » murmura-t-il près de mon oreille. « Ne me mets pas dans l'embarras. » Les mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Je me tournai pour lui faire face, cherchant dans ses yeux une trace de l'homme que j'avais épousé, mais ne trouvant qu'un calcul froid. « Quand est-ce que je t'ai déjà mis dans l'embarras » demandai-je doucement. Son sourire était acéré. « Il y a toujours une première fois. » Viviane frappa dans ses mains depuis la salle à manger. « Trevor, chéri, viens voir le centre de table. Je pense que nous devons le changer entièrement. » Il me serra les épaules une fois de plus, trop fort, et s'éloigna. Je restai dans la cuisine, fixant les tartes que j'avais faites avec tant de soin, et me demandai quand ma vie était devenue une performance que je n'arrivais jamais à bien jouer. « Tu rayonnes » m'avait murmuré Trevor à l'oreille il y a 2 ans alors que nous dansions sur la piste, entourés de 200 de nos amis et parents les plus proches. Ma robe de mariée était comme des nuages de soie, et la lumière des bougies rendait tout doré et magique. « Je t'aime, Madame Brennan, dit-il en me faisant tourner doucement. Je vais prendre tellement bien soin de toi. Je l'ai cru. Que Dieu me pardonne. J'ai cru chaque mot. La réception était tout ce dont j'avais rêvé. Élégante, romantique, parfaite. Mon père m'avait accompagné à l'hôtel dans son uniforme de cérémonie, les médailles brillant sur sa poitrine, la fierté dans ses yeux. Même lui semblait charmé par Trevor, impressionné par son diplôme de droit et ses projets ambitieux. Il a l'air solide, avait dit papa pendant notre danse père-fille. Déterminé. C'est une bonne chose chez un homme, tant qu'il se souvient de ce qui est vraiment important. J'avais ri, tourbillonnant dans ma belle robe, entouré d'amour, d'espoir et de possibilités. Il m'adore, papa. Tu devrais voir comment il prend soin de moi. Les yeux de papa étaient devenus pensifs. Prendre soin de quelqu'un, ce n'est pas ce que tu fais pour lui, ma chérie. C'est la façon dont tu le traites quand personne ne regarde. Je lui avais embrassé la joue et m'étais éloigné en tourbillonnant, trop jeune et trop heureuse pour comprendre l'avertissement. La première fissure est apparue 6 mois plus tard. Tu as dépensé combien en courses? Trevor se tenait dans notre nouvelle cuisine, tenant le reçu comme la preuve d'un crime. Nous venions d'emménager dans la maison que Viviane nous avait aidé à acheter, sa maison de rêve, s'est-il avéré. Pas la mienne. La même chose que d'habitude. Dis-je, confuse par sa colère soudaine. Peut-être un peu plus parce que j'ai pris ces steaks que tu aimes. Mia, nous devons être intelligents avec l'argent. J'essaie de construire un avenir pour nous et tu dépenses comme si nous étions millionnaires. C'était $80, Trevor, pour toute la semaine. Sa mâchoire se crispa. Ce n'est pas la somme qui compte. C'est le principe. Je travaille comme un fou et tu dépenses sans réfléchir. Je le fixais. Cet homme que j'avais épousé. Cet étranger portant le visage de Trevor. Je serai plus prudente, dis-je finalement. Bien. Son sourire revint, chaleureux et aimant. Je suis désolé, bébé. Je suis juste stressé par le travail. Tu comprends, n'est-ce pas? Je hochai la tête parce que je comprenais, ou du moins je le pensais. La deuxième fissure est survenue 1 mois plus tard, lorsque j'ai mentionné que je voulais prendre des gardes supplémentaires à l'hôpital. Absolument pas, dit-il, sans lever les yeux de son ordinateur portable. Ma femme n'a pas besoin de travailler le week-end. Que penseraient les gens? Que je suis dévoué à ma carrière? Que je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille? Famille? Le mot flottait entre nous, chargé de promesses et d'attentes pour lesquelles je n'étais pas prête. Trevor, j'aime mon métier d'infirmière. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de priorité. Mia, ma carrière doit passer en premier en ce moment. J'ai besoin de toi ici, pour me soutenir.
Tu ne peux pas faire ça? Je pouvais. Je l'ai fait. J'ai réorganisé mon emploi du temps, refusé des opportunités, fait de ses besoins ma priorité. Parce que c'est ce que faisaient les épouses, n'est-ce pas? C'est à cela que ressemblait l'amour. Mais tard dans la nuit, allongé à côté de lui dans notre lit, je fixais le plafond et me demandais quand aimer quelqu'un avait commencé à ressembler à se perdre soi-même. Vivian Brennan avait perfectionné l'art de la cruauté déguisée en sollicitude. « Oh, ma chérie », dit-elle en touchant le tissu de ma robe lors de notre premier dîner de famille après la lune de miel. « Est-ce que ça vient de chez Target? Comme c'est pratique. » Trevor a ri. A littéralement ri du compliment déguisé de sa mère. « Maman, tout le monde ne peut pas faire ses courses chez Nordstrom. » Bien sûr que non, sourit doucement Viviane. Je veux juste que Mia représente bien la famille. L'image est si importante dans le cercle d'affaires de ton père. J'avais dépensé une semaine de salaire pour cette robe, la trouvant belle, appropriée, moi. Mais sous le regard scrutateur de Viviane, je me sentis bon marché, minable et complètement déplacé dans leur salle à manger immaculée. Je pourrais t'emmener faire les magasins un de ces jours, proposa Belle avec un faux enthousiasme. T'aider à trouver ton style. Mon style? Comme si tout ce que j'avais choisi pour moi-même avant de me marier dans leur famille était mauvais. C'est si gentil, réussis-je à dire, détestant à quel point ma voix semblait reconnaissante. C'est devenu une habitude. Chaque réunion de famille, chaque fête, chaque visite impromptue se transformait en une masterclass d'humiliation subtile. Ma cuisine n'était pas assez sophistiquée. Mon travail n'était pas assez prestigieux. Ma famille n'était pas assez riche. Mon tout n'était pas assez. Et Trevor ne faisait rien. Pire que rien, il participait. Mia a fait ce gratin, disait-il lors des dîners, son ton s'excusant. Elle apprend encore à cuisiner pour beaucoup de monde. Mia n'est pas très douée pour la décoration, expliquait-il lorsque les invités commentaient notre salon dépouillé. Nous attendons qu'elle développe un meilleur goût. Chaque remarque dédaigneuse me semblait une petite mort, un petit morceau de moi-même qui s'effaçait. Mais je me disais que c'était normal, que toutes les familles avaient leur dynamique, que je devais juste faire plus d'efforts pour m'intégrer. Le jour où j'ai finalement craqué, c'est le jour où Viviane a redécoré notre chambre. Je suis rentré d'une garde de 12 heures à l'hôpital pour trouver le couvre-lit de ma grand-mère, la seule chose de valeur réelle que j'avais apportée au mariage, froissé dans un sac poubelle près de la porte. « Oh, bien, tu es rentré », lança Viviane depuis l'étage. « J'ai eu une idée merveilleuse pendant que tu étais au travail. Viens voir. » Je montais les escaliers, les jambes tremblantes, le sac poubelle serré dans mes bras. Notre chambre avait été transformée en quelque chose sorti d'un magazine. Ton neutre est tissu coûteux. Beau, froid et totalement sans personnalité. N'est-ce pas magnifique, rayonna Viviane. Je me suis débarrassé de toutes ces petites touches minables et je t'ai donné quelque chose digne de la position de Trevor. Tu me remercieras plus tard. Le couvre-lit de ma grand-mère, murmurai-je. Oh, ce vieux truc, ma chérie. Il tombait en morceaux. J'ai demandé à la femme de chambre de le jeter. Crois-moi, c'est tellement mieux comme ça. Cette nuit-là, lorsque Trevor est rentré à la maison et m'a trouvé en larmes sur le sac poubelle, il ne m'a pas réconforté. Il n'a pas fulminé contre sa mère pour avoir outrepassé ses droits. Il n'a même pas semblé comprendre pourquoi j'étais contrarié. Ce n'est qu'une couverture, Mia. Regarde ce qu'elle a fait pour nous. La chambre est incroyable. Nous devrions être reconnaissants. Reconnaissants. Je devrais être reconnaissante que le dernier souvenir de ma grand-mère ait été jeté comme un déchet. Je devrais être reconnaissante de vivre dans une belle prison où rien de ce qui m'appartenait n'était autorisé à exister. C'est cette nuit-là que j'ai pensé pour la première fois à appeler mon père. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que j'étais dramatique, que le mariage exigeait des sacrifices, que j'avais de la chance d'avoir une famille qui se souciait suffisamment de moi pour m'aider à m'améliorer. Mais j'ai gardé son numéro dans mon téléphone, et parfois, dans mes moments les plus sombres, je le fixais en me demandant ce qui se passerait si j'appuyais sur « Appeler ». Le dîner se passait bien. Trop bien, en fait. Monsieur Braxton était un homme distingué d'une 60aine d'années, avec des yeux bienveillants et un rire facile. Sa femme, Andrea, était chaleureuse et engageante, posant de vraies questions sur mon travail à l'hôpital. Les soins infirmiers en pédiatrie doivent être incroyablement gratifiants, dit-elle pendant le plat principal.
J'ai toujours admiré les gens qui travaillent avec les enfants. Il faut une telle patience et une telle compétence. Je me sentis me détendre pour la première fois depuis des heures. C'est vraiment merveilleux. La semaine dernière, nous avons eu ce petit garçon qui était terrifié par son opération. Et au moment de son départ, Mia est modeste, l'interrompit doucement Trevor. Elle ne fait que des soins de base au chevet des patients. Rien de trop technique. Les mots me frappèrent comme une gifle. Des soins de base au chevet des patients. Comme si mes 4 années d'études, mes certifications, mes années d'expérience ne signifiaient rien. Comme si réconforter des enfants effrayés et gérer du matériel médical complexe était en quelque sorte indigne d'attention. Andrea fronça légèrement les sourcils. En fait, les soins infirmiers en pédiatrie exigent une formation spécialisée approfondie. Ma fille y a pensé avant de se lancer en médecine familiale. Oh, oui, dis-je en retrouvant ma voix. La formation continue à elle seule. Mia a tendance à exagérer son rôle, intervint Trevor avec un rire qui n'atteignit pas ses yeux. Vous savez comment c'est. Tout le monde veut paraître important. La table devint silencieuse. Même Viviane avait l'air mal à l'aise, que ce soit à cause de la grossièreté de Trevor ou du malaise du moment, je ne saurais le dire. Monsieur Braxton s'éclaircit la gorge. En fait, Trevor, je pense que votre femme partageait quelque chose de significatif. Andrea, vous posiez des questions sur le petit garçon. Il se tourna vers moi avec attente, et je vis quelque chose dans ses yeux. Du respect, des encouragements, un intérêt sincère. Il y avait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas regardé de cette façon. Il avait 7 ans, continuai-je, ma voix plus forte maintenant. Il avait subi une opération pour une tumeur au cerveau et il était convaincu qu'il se réveillerait différent. Alors, nous avons passé des heures à parler de super-héros, de la façon dont les gens obtiennent parfois des pouvoirs spéciaux en traversant des épreuves difficiles. Quand il s'est réveillé, la première chose qu'il a dite, c'est qu'il se sentait plus courageux. Les yeux d'Andrea se remplirent de larmes. C'est magnifique. Quel cadeau vous lui avez fait. Ça fait juste partie du travail, dis-je, mais je souriais. Non, dit fermement Monsieur Braxton. C'est du leadership. C'est le genre d'intelligence émotionnelle qui fait la différence entre de bons soins de santé et des soins de santé exceptionnels. Je sentis quelque chose se déployer dans ma poitrine. De la fierté, de la validation, le sentiment oublié d'être vu et apprécié. Pendant un instant, je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir la femme de Trevor. Avant de laisser sa famille me remodeler à leur idée de ce qui était acceptable. Mais le visage de Trevor s'assombrissait à chaque mot d'éloge. Et je savais que je paierais pour ce moment plus tard. Le reste du dîner se passa dans un brouillard de conversations forcées et de tensions croissantes. Je pouvais sentir la colère de Trevor rayonner à travers la table, même s'il maintenait sa façade charmante pour nos invités. Lorsque les Braxton sont finalement partis avec de chaleureuses poignées de main et de sincères compliments sur la soirée, je savais que le masque allait tomber. Je ne savais tout simplement pas à quel point ce serait laid. C'était quoi, ça? La voix de Trevor était d'un calme mortel alors que la porte d'entrée se refermait derrière nos invités. Viviane et Belle s'étaient retirées dans le salon avec leur vin, nous laissant seuls dans le hall d'entrée. C'était quoi, demandai-je, bien que je sache exactement ce qu'il voulait dire. Ne fais pas l'idiote, Mia. Tu as complètement monopolisé la conversation. Tu t'es mise au centre de l'attention. Tu m'as fait passer pour quelqu'un qui n'apprécie pas sa propre femme. Je répondais aux questions d'Andrea. Elle était intéressée par. Elle était polie. Sa voix s'éleva légèrement avant qu'il ne se reprenne, jetant un coup d'œil vers le salon. Et tu en as fait une sorte de spectacle, parlant sans cesse de ton travail comme si tu étais une sorte d'héroïne. Je n'étais pas. Tu m'as mis dans l'embarras. Devant mon patron, devant l'homme qui contrôle mon avenir au cabinet. Je le fixais, cet homme que j'avais promis d'aimer et d'honorer, et je sentis quelque chose changer en moi. Je t'ai mis dans l'embarras en étant doué dans mon travail. Tu m'as mis dans l'embarras en oubliant ta place. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous comme un gant de défi. Ma place. Comme si j'étais une sorte de servante médiévale qui osait parler au-dessus de sa condition. Ma place, répétai-je lentement. Tu sais ce que je veux dire. Non, Trevor. Je ne sais pas. S'il te plaît, explique-moi exactement quelle est ma place. Sa mâchoire se crispa. Ta place, c'est de me soutenir. De soutenir cette famille.
Pas de faire de grands discours sur les soins au chevet des malades et les histoires d'enfants pendant que j'essaie de faire une impression professionnelle. J'étais moi-même. Eh bien, c'est peut-être ça le problème. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je reculai même, pressant ma main sur ma poitrine comme si je pouvais retenir mon cœur. Du salon parvint le son du rire de Viviane, aigu et perçant. « Je t'avais dit qu'elle gâcherait tout », cria-t-elle. « Cette fille n'a aucun sens des convenances. »« Mère, s'il te plaît, » dit Trevor, mais il n'y avait aucune véritable réprimande dans sa voix. « Non, laissez-la parler, » dis-je en me dirigeant vers le salon. De toute évidence, tout le monde a une opinion sur mon comportement ce soir. Viviane était perchée à sa place habituelle, un verre de vin à la main, ressemblant à une reine tenant sa cour. Belle était allongée à côté d'elle, son téléphone à la main, mais les yeux brillants d'intérêt. « Oh, ma chérie, » dit Viviane avec une fausse sympathie. « Je sais que tu voulais bien faire, mais tu dois comprendre. Ce soir, il ne s'agissait pas de toi. Il s'agissait de la carrière de Trevor, de son avenir, et tu as tout ramené à tes petites histoires d'infirmière. » Mes petites histoires d'infirmière, répétai-je. Elle a raison, Mia, intervint Belle. Tu as en quelque sorte détourné toute la conversation. C'était gênant. Je regardais autour de moi ces trois personnes. Mon mari, ma belle-mère, ma belle-sœur, ma famille, les personnes qui étaient censées m'aimer et me soutenir. Alors, laissez-moi comprendre, dis-je lentement. Quand Andrea Braxton m'a posé des questions sur mon travail, m'a directement posé des questions avec un intérêt sincère, j'aurais dû faire quoi? Détourner la conversation? Changer de sujet? Prétendre que je n'ai pas de carrière? Tu aurais dû être gracieuse et brève, dit Viviane. Un simple mot, c'est gratifiant m'aurait suffi. Ensuite, tu ramènes la conversation sur Trevor, sur ses réalisations. Parce que ses réalisations comptaient pas les miennes. Parce que ce soir, il s'agissait de lui, explosa Trevor. Pour une fois dans ta vie, tu n'aurais pas pu simplement me soutenir sans que ça tourne autour de toi. L'accusation était si injuste, si complètement à l'envers que je ris. Un rire bref et amer qui sembla surprendre tout le monde, y compris moi-même. Te soutenir, Trevor. Je n'ai fait que te soutenir pendant 3 ans. J'ai réorganisé mon emploi du temps en fonction de tes besoins. J'ai laissé ta mère redécorer notre maison, jeter mes affaires, dicter ma garde-robe. J'ai souri et hoché la tête pendant que tu dénigrais mon travail, mes opinions, ma valeur en tant qu'être humain. Et tu penses que ce soir, c'était moi qui ne te soutenais pas, Mia, non. C'est moi qui parle maintenant. Les mots sortirent d'un trait. 3 ans de blessures et de colère refoulées trouvaient enfin leur voie. J'ai fait un bref commentaire sur mon travail. Un travail dans lequel je suis doué, un travail qui compte, un travail qui aide les gens, et tu as agi comme si j'avais commis un crime terrible. Tu as dit à nos invités que j'exagérais mon rôle et que je faisais des soins de base au chevet des patients. Tu as diminué tout ce pour quoi j'ai travaillé, tout ce que je suis, parce que cela aurait pu te faire paraître moins important pendant 5 minutes. La pièce était maintenant plongée dans un silence de mort. Même Belle avait posé son téléphone. Tu as fait ton choix ce soir, Mia, dit Trevor, la voix froide. Tu as choisi de me mettre dans l'embarras, de te faire passer en premier, de montrer à tout le monde que tu ne me respectes pas, ni notre mariage. Eh bien, félicitations. Tu as eu ton moment de gloire. Et tu as fait ton choix aussi, dis-je doucement. Tu as choisi de me rabaisser devant des gens qui essayaient de m'élever. Tu as choisi de protéger ton ego au lieu de ta femme. Tu as choisi de te ranger du côté de la cruauté de ta mère au lieu de défendre la femme que tu as épousée. Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Dire la vérité? Souligner qu'en 3 ans de mariage, tu ne m'as jamais défendu une seule fois. Jamais une seule fois tu n'as dit à ta mère de se calmer. Jamais une seule fois tu ne m'as traité comme si j'avais de l'importance. Le visage de Trevor était maintenant rouge de colère, son calme soigneusement entretenu se fissurant enfin. Tu veux savoir ce qui compte? Je vais te dire ce qui compte. Il leva la main. Et pour la première fois de notre mariage, je n'ai pas tressailli. Fais-le, dis-je doucement. Montre-leur exactement qui tu es vraiment. C'est à ce moment-là que la gifle est venue. C'est à ce moment-là que sa mère a ri. C'est à ce moment-là que mon père est entré dans la pièce avec 2 soldats armés. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Le silence s'étira comme une respiration retenue.
Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte, sa présence remplissant la pièce d'une manière qui n'avait rien à voir avec sa taille physique. Le colonel James Candan n'était pas un homme de grande taille, mais 30 ans dans l'armée lui avaient donné quelque chose de plus puissant que la taille ou la corpulence. Une autorité absolue et inébranlable qui fit soudain sentir à tout le monde dans la pièce comme des enfants pris en faute. Derrière lui, les 2 soldats restaient parfaitement immobiles, leurs yeux balayant la pièce avec une précision professionnelle. Ils ne pointaient pas d'armes ni ne proféraient de menaces. Ils n'en avaient pas besoin. Leur seule présence en disait long sur la gravité de la situation. « Mia, dit doucement papa, sans jamais quitter Trevor des yeux. Es-tu blessé » Je touchai ma joue brûlante, goûtant le sang là où mes dents avaient coupé l'intérieur de ma bouche. « Je vais bien. »« Non, dit-il. Tu ne vas pas bien, mais tu iras bien. » Trevor était devenu pâle, sa main levée retombant lentement à son côté. « Colonel Candan, je peux expliquer. »« Ah oui ?» La voix de papa resta conversationnelle, mais quelque chose dans son ton fit reculer Trevor. « Expliquez-moi, s'il vous plaît, pourquoi vous venez de frapper ma fille devant des témoins. » Ce n'était pas. Je veux dire, nous avions un désaccord. « Sergent Justine, dit papa sans se retourner. Qu'avez-vous observé lorsque nous sommes entrés dans cette pièce ?» Un des soldats s'avança légèrement. « Monsieur, j'ai observé un sujet masculin avec la main levée dans une posture agressive au-dessus d'une femme qui semblait avoir été frappée. La femme présentait des signes visibles d'impact récent au visage. Et vous, caporal Jenkins ? » Même observation, monsieur. J'ai également noté 2 autres femmes dans la pièce qui semblaient observer l'altercation sans intervenir. Papa hocha lentement la tête. Donc, nous avons plusieurs témoignages de violences domestiques. Intéressant. C'est ridicule, balbutia Viviane, retrouvant enfin sa voix. C'est une affaire de famille privée. Vous ne pouvez pas débarquer ici avec des hommes armés. Madame Brennan, dit papa en tournant ses yeux gris acier vers elle. Je suis le comportement de votre fils envers ma fille depuis un certain temps. Ce soir n'a été que la confirmation finale dont j'avais besoin. Le visage de Trevor passa du pâle au gris. De quoi parlez-vous ? Suivi. Papa sourit, le sourire froid et calculateur d'un prédateur qui a finalement acculé sa proie. Pensiez-vous vraiment que je ne remarquerai pas quand ma fille a cessé d'appeler ? Quand elle a cessé de rendre visite ? Quand elle a commencé à trouver des excuses pour des bleus et à annuler des dîners de famille. Je le fixais, choqué. Papa, je ne t'ai jamais dit. Tu n'avais pas à le faire, ma chérie. J'ai été soldat pendant 30 ans. Je sais à quoi ressemble la violence. Je sais aussi ce qui se passe quand on la laisse s'intensifier sans contrôle. Il sortit un dossier en manie de sa veste et le posa sur la table basse avec une précision délibérée. Il y a 3 mois, j'ai engagé un détective privé. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre sur une personne quand on essaie vraiment. Trevor, saviez-vous que votre cabinet d'avocat a des politiques très strictes concernant les partenaires qui se livrent à de la violence domestique ? Quelque chose à voir avec le maintien de l'intégrité du cabinet. Le visage de Trevor devint blanc. Vous ne pouvez pas, je l'ai déjà fait. Les photographies, les déclarations de témoins et les dossiers médicaux sont assez convaincants. Votre patron, Monsieur Braxton, un homme charmant, soit dit en passant, était très préoccupé lorsque je les lui ai montrés cet après-midi. La pièce tourna autour de moi, cet après-midi. Papa, tu savais qu'il venait dîner. Je l'ai orchestré, ma chérie. J'avais besoin de voir comment il te traiterait devant ses supérieurs. J'avais besoin de savoir s'il y avait une chance qu'il change, qu'il devienne l'homme digne de ma fille. Ses yeux retrouvèrent Trevor. Il n'y en avait pas, Belle était devenue complètement silencieuse, agrippant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Viviane avait l'air sur le point d'être malade. C'est un coup monté, dit désespérément Trevor. Vous ne pouvez rien utiliser de ce que vous avez obtenu illégalement. Oh, mais je le peux, dit papa joyeusement. Parce que voyez-vous, je n'essaie pas de vous mettre en prison, Trevor. La prison serait trop facile, trop rapide. Ce que je fais est tellement plus complet. Il ouvrit le dossier et commença à étaler des photographies sur la table basse. Des photos de moi avec des bleus que j'avais oubliés. Des captures d'écran de SMS où Trevor me réprimandait. Des dossiers financiers montrant comment il m'avait isolé économiquement. Votre cabinet d'avocat a reçu ça ce matin, continua papa d'un ton conversationnel,
ainsi qu'un rapport complet sur votre comportement. La violence domestique n'est pas seulement illégale, Trevor. C'est une violation de la clause de turpitude morale de votre contrat d'associé. Vous serez suspendu en attendant l'enquête, et compte tenu des preuves, le licenciement est presque garanti. Les jambes de Trevor flanchèrent. Il s'affaissa sur une chaise, fixant les photographies avec horreur. Mais ce n'est pas tout, dit papa, sa voix s'éclaircissant comme s'il partageait de bonnes nouvelles. Viviane, vous pourriez être intéressé de savoir que votre country club a également reçu des copies de ces documents. Il semble qu'ils aient des politiques concernant les membres qui cautionnent la violence domestique. Quelque chose à voir avec le maintien des normes communautaires. Le verre de vin de Viviane glissa de ses doigts engourdis, se brisant sur le sol en marbre. Eh belle, félicitations pour tes fiançailles. J'espère que la famille de ton fiancé sera compréhensive lorsqu'elle apprendra ton rôle dans la dissimulation des abus de ton frère. Les réseaux sociaux peuvent être si impitoyables de nos jours. Vous détruisez nos vies, murmura Viviane. Non, dit fermement papa. Vous avez détruit vos propres vies au moment où vous avez décidé que ma fille était un dommage collatéral acceptable pour le dysfonctionnement de votre famille. Je m'assure simplement qu'il y ait des conséquences. Il se tourna alors vers moi, son expression s'adoucissant pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. Mia, fais tes valises et mets-les dans ma voiture. Tes effets personnels, tes documents importants et le couvre-lit de ta grand-mère. Je l'ai récupéré de la poubelle où ces gens l'ont jeté. Il est en sécurité. Comment as-tu? J'ai des gens qui surveillent cette maison depuis des semaines, ma chérie. Je connais chaque entrée, chaque cachette, chaque secret que ces gens pensaient pouvoir garder. Il me tendit la main. Il est temps de rentrer à la maison. Je regardai une dernière fois la pièce. Le mari qui venait de montrer son vrai visage, la belle-mère qui m'avait torturé pendant des années, la belle-sœur qui avait tout permis. 3 ans de ma vie gaspillés avec des gens qui ne m'avaient jamais apprécié. Mais je n'étais plus cette femme brisée. Debout, la main de mon père tendue, entourée des conséquences de leurs propres actions, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je me sentis libre. En fait, papa, dis-je en redressant les épaules. J'ai quelque chose à dire d'abord. Je regardai Trevor, le regardai vraiment, et ressentis un étrange sentiment de clarté. Cet homme qui m'avait contrôlé par la peur et la manipulation me parut soudain petit, pathétique, totalement impuissant. Il y a 3 ans, je t'ai épousé parce que je pensais t'aimer, dis-je, ma voix stable et claire. Mais je réalise maintenant que j'étais amoureuse d'un mensonge. L'homme que j'ai épousé, gentil, encourageant, aimant, n'a jamais existé. Tu m'as montré exactement qui tu étais ce soir, tout comme tu me le montres depuis des années. Je n'étais tout simplement pas prête à le voir. Trevor ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. Je n'ai pas fini. Pendant 3 ans, je me suis excusé pour des choses qui n'étaient pas de ma faute. Je me suis faite plus petite pour que tu puisses te sentir plus grand. J'ai laissé toi et ta famille me convaincre que j'étais le problème, que je devais changer, que je n'étais pas assez bien. Mais ce soir, quand Andrea Braxton m'a regardé avec respect, un vrai respect, je me suis souvenu de quelque chose d'important. Je me tournai vers Viviane, qui fixait toujours le verre de vin brisé à ses pieds. Viviane, tu as passé 3 ans à essayer de m'effacer, à remplacer tout ce que j'étais par ta vision de ce que la femme de Trevor devrait être. Tu as jeté le couvre-lit de ma grand-mère comme si c'était des ordures. Mais tu sais quoi? Ce couvre-lit a survécu à la Grande Dépression, à la Seconde Guerre mondiale et à 3 générations de femmes fortes, tout comme je vais te survivre. La bouche de Viviane s'ouvrit et se referma comme un poisson cherchant de l'air. Et belle, continuai-je en me tournant vers ma belle-sœur. Tu as cautionné chaque chose cruelle que ta mère m'a faite. Tu as ri de ma douleur, participé à mon humiliation, et tu es resté là pendant que ton frère me frappait. Cela te rend tout aussi coupable que lui. Le téléphone de Belle avait commencé à vibrer avec insistance, probablement son fiancé, se demandant pourquoi des photos de la scène de ce soir apparaissaient déjà sur les réseaux sociaux. Les gens de papa avaient été minutieux. Mais voici ce que vous n'avez pas réussi à comprendre, dis-je en faisant un pas de plus vers Trevor. Je ne suis pas seulement une infirmière. Je suis une sacrée bonne infirmière. Je sauve des vies. Je réconforte les enfants qui ont peur. Je fais une différence dans ce monde chaque jour. Et ça compte. Ça a de la valeur. C'est assez. Le visage de Trevor s'effondra.
Mia, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je vais me faire aider. Je vais changer. Non, dis-je fermement. Tu as eu 3 ans pour changer. 3 ans pour choisir l'amour plutôt que le contrôle, le respect plutôt que la domination, le partenariat plutôt que la possession. Au lieu de ça, tu as choisi de me frapper devant ta mère pendant qu'elle riait. Il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai retiré mon alliance, le magnifique diamant qui avait autrefois symbolisé l'éternité, et je l'ai posé sur la table basse à côté des photographies de mes bleus. Ce mariage est terminé. Mon avocat vous contactera au sujet de la procédure de divorce. Je suis monté faire mes valises, comme papa me l'avait demandé. Tu ne peux pas simplement partir, dit désespérément Viviane. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Je me tournai pour la regarder une dernière fois. Une famille ne jette pas les choses que vous aimez. Une famille ne rit pas quand quelqu'un se blesse. Une famille ne cautionne pas la violence et n'appelle pas ça de l'amour. Vous n'avez jamais été ma famille, Viviane. Vous étiez mes geôliers. Papa s'avança alors, sa main toujours tendue. Prête maintenant, ma chérie? Je pris sa main, sentant la force et la stabilité que j'avais héritées de lui, couler en moi. Je suis prête. Alors que nous nous dirigions vers la porte, flanqués des 2 soldats, j'entendis Trevor crier derrière nous. Mia, attends. Tu ne peux pas faire ça. Je t'aime. Je m'arrêtai sur le seuil et le regardai une dernière fois. Si c'est ce que tu appelles de l'amour, Trevor, alors tu ne sais pas ce que ce mot signifie. Et puis je suis sorti de cette maison et j'ai commencé le reste de ma vie. 6 mois plus tard, le service de pédiatrie de l'hôpital Saint-Maries était calme aux petites heures du matin. Je venais de terminer ma tournée, vérifiant mes petits patients, ajustant les perfusions et rassurant les parents inquiets. C'était le travail que j'avais toujours aimé, mais maintenant il semblait différent d'une certaine manière. Plus significatif, plus à moi. Infirmière Candan. Une petite voix appela depuis la chambre 312. Je souris en me dirigeant vers la voix. Emma, 6 ans, en post-opératoire pour un problème rénal, était ma patiente depuis 3 jours. Elle avait peur, le mal du pays et son chien lui manquaient terriblement. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie, demandai-je en m'installant sur la chaise à côté de son lit. Je n'arrive pas à dormir. J'ai mal au ventre et je n'arrête pas de penser à Buster. Et s'il m'oublie? Oh, ma chérie, dis-je en prenant sa petite main dans la mienne. Les chiens n'oublient pas les gens qu'ils aiment. Buster est probablement assis près de la porte de ta chambre en ce moment, attendant que tu rentres à la maison. Vraiment? Vraiment. Et tu sais quoi? Quand tu sortiras d'ici demain, il sera si excité de te voir qu'il te renversera probablement de bisous. Emma gloussa, le son clair dans la pièce sombre. Il fait ça même quand je rentre juste de l'école. C'est parce que tu es sa personne préférée au monde. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, chantant la même berceuse que ma grand-mère me chantait. Celle dont je me souvenais chaque fois que je regardais le couvre-lit maintenant étalé sur mon lit dans mon nouvel appartement. Mon téléphone vibra alors que je sortais de sa chambre. Un SMS de mon père. J'ai vu les nouvelles. Je pensais que tu devrais savoir. En pièce jointe, un lien vers un article d'un journal d'affaires local. Le titre disait « Brennan est associé sous enquête pour faute professionnelle d'un partenaire ». J'ai parcouru l'article en ressentant un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Trevor avait été officiellement licencié du cabinet. L'enquête avait révélé non seulement les preuves de violence domestique que papa avait fournies, mais aussi des irrégularités financières et des plaintes de clients qui avaient été étouffées en raison de ses relations familiales. Le cabinet d'avocats faisait maintenant face à un recours collectif d'anciens clients qui affirmaient que Trevor avait mal géré leur dossier. Un autre SMS est apparu. Celui-ci de mon avocat. Les avocats de Viviane veulent régler le procès en diffamation à l'amiable. Elle offre une restitution complète pour vos effets personnels plus des dommages et intérêts. On dirait que l'exil des réseaux sociaux coûte cher. Je souris, me souvenant comment la réputation parfaite de Viviane s'était effondrée en quelques semaines après la révélation de papa. L'expulsion du country club n'avait été que le début. Lorsque les photos et les enregistrements sont devenus viraux, soigneusement édités pour protéger ma vie privée tout en exposant leur cruauté, Viviane était devenue une paria sociale du jour au lendemain. Ses postes au conseil d'administration d'œuvres de bienfaisance, son travail de bénévole, toute son image soigneusement construite avait disparu comme de la fumée.
Le meilleur dans tout ça, c'est qu'elles ne pouvaient même pas m'en vouloir. Chaque élément de preuve provenait de leurs propres actions, de leurs propres mots, de leurs propres choix. Mia. Le docteur Arabella Cohen apparut à mon coude. Votre préparation pour la chirurgie de 7 heures est prête en salle 318. Et félicitations, au fait. Félicitations? Il sourit. Vérifiez vos emails. Le comité de promotion s'est réuni hier. Mes mains tremblaient en consultant mes emails professionnels sur mon téléphone. C'était là. Félicitations pour votre promotion au poste de superviseur des soins infirmiers en pédiatrie. Vos qualités de leadership et votre dévouement aux soins des patients font de vous un choix évident pour ce rôle. Le poste que j'avais discrètement visé pendant des années. Celui que Trevor avait toujours rejeté comme ne valant pas le stress. Celui qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de l'autorité nécessaire pour mettre en œuvre les programmes de soutien familial dont j'avais rêvé. J'ai pensé appeler quelqu'un pour partager la nouvelle, puis j'ai réalisé avec un sursaut que je voulais appeler mon père. Non pas parce que j'avais besoin de son approbation, mais parce que je savais qu'il serait fier. Il y avait une différence, que j'apprenais encore à reconnaître. Un autre SMS. Celui-ci d'un numéro inconnu. Mia, c'est Andrea Braxton. J'ai eu votre numéro par l'annuaire de l'hôpital. Seriez-vous intéressé à prendre la parole lors de notre conférence sur le leadership féminin le mois prochain? Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend l'importance de trouver sa voie. Je fixai le message, me souvenant de ce terrible dîner il y a 6 mois. Andrea m'avait contacté plusieurs fois depuis, non par pitié, mais par un respect sincère pour ce que j'avais survécu et surmonté. Elle était devenue un mentor inattendu, me montrant à quoi ressemblaient réellement des relations professionnelles de soutien. Je serais honoré, ai-je répondu par SMS. Bonne nouvelle, demanda le docteur Cohen, remarquant mon sourire. La meilleure, dis-je. J'ai l'impression que ma vie commence enfin. 1 an plus tard, la salle de conférence de Saint-Maries était bondée d'infirmières, de médecins et d'administrateurs de la santé. Je me tenais à l'avant, regardant leurs visages, certains avides, d'autres sceptiques, tous curieux de connaître la nouvelle superviseure des soins infirmiers en pédiatrie qui avait mis en œuvre 3 programmes novateurs au cours de sa première année. La défense des droits des patients ne se limite pas aux soins médicaux, disais-je. Il s'agit de voir la personne dans son ensemble, ses peurs, ses besoins, sa dignité. Il s'agit de défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Une main se leva au milieu de la salle. Et lorsque la défense des droits vous met en conflit avec des figures d'autorité? Comment gérez-vous cela? Je souris, pensant à toutes les fois où je n'avais pas réussi à me défendre, à tous les moments où j'étais resté silencieuse alors que j'aurais dû parler. C'est la partie la plus difficile, admis-je. Mais j'ai appris que le coût du silence est toujours plus élevé que le coût de la parole. Votre voix a du pouvoir. Utilisez-la. Après la présentation, je rangeais mes affaires quand quelqu'un s'éclaircit la gorge derrière moi. Excusez-moi, mademoiselle Candan. Je me retournai pour trouver une jeune femme, peut-être 25 ans, avec des yeux nerveux et un bleu au poignet qu'elle essayait de cacher avec sa manche. Je suis Lisa, dit-elle doucement. Je suis une nouvelle infirmière ici et je me demandais si je pouvais vous parler un jour en privé. Mon cœur se serra. Je me vis dans sa posture nerveuse, sa façon prudente de parler, la façon dont elle ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte comme si quelqu'un pouvait l'observer. Bien sûr, dis-je doucement. Mon bureau est toujours ouvert. Ou si vous préférez un endroit plus privé, nous pourrions prendre un café. Le soulagement inonda son visage. Un café, ce serait bien. Il y a certaines choses, certaines situations que je gère à la maison, et j'ai entendu dire que vous pourriez comprendre. Je comprends, dis-je. Et je veux que vous sachiez que quoi que vous traversiez, vous n'êtes pas seul. Elle hocha la tête, les larmes menaçant de couler. Merci. J'essaie de trouver comment trouver le courage. Le courage est déjà là, lui dis-je. Parfois, nous avons juste besoin d'aide pour le reconnaître. Après son départ, je suis restée assise dans mon bureau un long moment, pensant à la réaction en chaîne qui avait commencé avec l'entrée de papa dans ce salon. Ma liberté avait conduit à la chute de Trevor, ce qui avait conduit à ma promotion, ce qui avait conduit à des programmes qui aidaient d'autres personnes à trouver leur force. Mon téléphone sonna, interrompant mes pensées. Le nom de papa apparut sur l'écran. Salut, papa. Salut, ma chérie. Comment s'est passée la présentation? Très bien.
Je pense que nous allons obtenir l'approbation pour le programme de dépistage de la violence domestique. Je suis fier de toi, Mia, non seulement pour avoir survécu à ce que tu as traversé, mais pour l'avoir transformé en quelque chose qui aide les autres. Je souris, regardant par la fenêtre de mon bureau la ville au-delà. J'ai eu un bon professeur. À ce propos, comment se passe la retraite? Il gloussa. Je ne peux pas me plaindre, mais j'ai peut-être trouvé un nouveau projet. Il y a un programme de soutien aux anciens combattants qui auraient besoin d'une aide organisationnelle. Papa, dis-je en riant. Tu es à la retraite depuis 3 mois. Tu es censé te reposer. Se reposer, c'est surfait. De plus, certaines batailles valent la peine d'être menées même lorsque la guerre est officiellement terminée. Après avoir raccroché, j'ai sorti le dossier de ma prochaine proposition de projet, un groupe de soutien pour les travailleurs de la santé confrontés à la violence domestique. Les statistiques étaient stupéfiantes. Les mêmes personnes qui passaient leur journée à prendre soin des autres rentraient souvent chez elles dans des situations où elles ne recevaient aucun soin. Mon ordinateur sonna avec un nouvel email. Le nom de l'expéditeur me fit sursauter. Belle Brennan Morrison. J'hésitais avant de l'ouvrir. Au cours de l'année qui s'était écoulée depuis que j'avais quitté Trevor, j'avais entendu des bribes d'informations sur sa famille par le biais des procédures judiciaires. Vivian avait déménagé en Floride pour vivre avec sa sœur. Sa réputation était en lambeaux. Trevor avait fait faillite et travaillait dans un petit cabinet dans un autre état. Mais Belle? Chère Mia, commençait l'email. Je sais que je n'ai aucun droit de vous contacter, et je comprendrai si vous supprimez ce message sans le lire, mais je devais essayer de m'excuser pour ma part dans ce qui vous est arrivé. Mes fiançailles ont pris fin 6 mois après la publication des photos de cette nuit-là. Au début, j'étais en colère contre vous, contre votre père, contre toute la situation. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre ce que nous vous avions fait, ce que j'avais fait. J'ai regardé mon frère vous faire du mal et je n'ai rien dit. J'ai participé à la cruauté de ma mère et j'ai appelé ça de la loyauté familiale. J'ai cautionné la violence et je me suis convaincu que ce n'était pas ma responsabilité de l'arrêter. J'ai commencé une thérapie pour comprendre pourquoi j'ai fait ces choix. J'apprends sur les traumatismes, sur les comportements de facilitation, sur les dommages que nous causons lorsque nous restons silencieux face à l'injustice. Je n'attends pas de pardon. Je ne pense même pas le mériter. Mais je voulais que vous sachiez que votre courage de partir et la façon dont vous avez reconstruit votre vie m'ont inspiré à enfin examiner mon propre comportement et à essayer de devenir une meilleure personne. J'espère que vous êtes heureuse. Vous méritez tout le bonheur du monde. J'ai lu l'email 2 fois, ressentant un mélange complexe d'émotions. De la colère face au temps qu'il lui avait fallu pour voir la vérité. De la tristesse pour les années que j'avais perdues, mais aussi quelque chose d'inattendu. Une petite lueur d'espoir que peut-être, parfois, les gens pouvaient vraiment changer. Je ne répondrai pas à l'email. Ce chapitre de ma vie était clos et je n'avais aucun intérêt à le rouvrir. Mais j'étais heureuse de savoir que les répercussions de cette nuit continuaient de se propager, forçant les gens à affronter des vérités inconfortables sur eux-mêmes. Mon téléphone vibra avec un SMS de Lisa, la jeune infirmière de tout à l'heure. Demain à 14 h, ça irait pour un café? Je suis prête à parler. Parfait, ai-je répondu par SMS. Je serai là. Alors que je rassemblais mes affaires pour quitter le bureau, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. La femme qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais à peine d'il y a 1 an. Confiante, déterminée, sans peur. Elle avait des cicatrices, nous en avons tous, mais elles étaient la preuve de batailles menées et gagnées, pas de blessures qu'il fallait cacher. J'ai pensé à Emma, 7 ans, qui était rentrée chez elle retrouver son chien Buster et m'avait envoyé un dessin de 2 jouant dans leur jardin. J'ai pensé à Andrea Braxton, qui était devenu non seulement un mentor, mais une véritable amie. J'ai pensé à papa, qui m'avait appris que parfois, l'amour signifie avoir le courage de se battre pour ce qui est juste. Et j'ai pensé à Lisa, qui apprendrait ce que j'avais appris, que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision que quelque chose d'autre est plus important que la peur. En sortant de l'hôpital dans l'air chaud du soir, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié comment ressentir. Je me sentais puissante. Le mariage était intime, juste des amis proches, la famille et quelques collègues de l'hôpital. Je me tenais devant le miroir de ma chambre d'enfant, ajustant la simple robe blanche que j'avais choisie moi-même, sans l'avis de quiconque pensait savoir mieux que moi. Tu es magnifique, ma chérie.
Je me tournai pour trouver papa dans l'embrasure de la porte, élégant dans son uniforme de cérémonie, les médailles brillant sur sa poitrine, comme lors de mon premier mariage. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, je n'étais pas une jeune femme essayant de plaire à tout le monde. J'étais une femme qui connaissait sa propre valeur. Merci pour tout, papa, dis-je en prenant son bras tendu. Pour avoir vu ce que je ne pouvais pas voir, pour t'être battu quand je ne pouvais pas me battre. Pour avoir cru que je valais la peine d'être sauvé. Tu t'es sauvé toi-même, Mia. J'ai juste fait en sorte que tu aies la chance de le faire. La cérémonie a eu lieu dans le jardin commémoratif de l'hôpital, entouré de fleurs, de soleil et de personnes qui se souciaient sincèrement de mon bonheur. Le docteur Arabella Chin avait proposé d'officier. Elle s'était fait ordonner en ligne spécialement pour l'occasion, affirmant que c'était le moins qu'elle puisse faire pour sa superviseure préférée. Mais ce n'était pas un mariage traditionnel. Il n'y avait pas de mariés qui attendaient à l'autel. Pas de vœux, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Au lieu de cela, je me suis tenu devant ma famille choisie et je me suis fait des promesses à moi-même. Moi, Mia Kandan, je promets d'honorer ma propre voix, de faire confiance à mon propre jugement et de ne plus jamais me faire petite pour le confort de quelqu'un d'autre. Je promets de continuer à guérir, à grandir et à aider les autres à trouver leur force. Je promets de me souvenir que je suis assez, exactement comme je suis. La foule, ma vraie famille, choisie plutôt qu'héritée, a applaudi alors que je glissais une simple bague en argent à mon propre doigt. Une bague de promesse, une bague d'engagement, un rappel que la relation la plus importante que j'aurais jamais été celle avec moi-même. Plus tard, à la réception dans la cafétéria de l'hôpital, transformée avec des guirlandes lumineuses et des fleurs offertes par les familles de patients reconnaissants, je me suis retrouvé entouré d'amour dans sa forme la plus pure. Des collègues qui respectaient mon travail, des amis qui appréciaient mon amitié, des familles de patients qui avaient été touchés par mes soins. Et dans un coin, presque inaperçu des autres invités, était assise Lisa, non plus la jeune infirmière effrayée qui avait demandé de l'aide il y a 2 ans, mais une femme confiante qui dirigeait maintenant son propre groupe de soutien pour les travailleurs de la santé dans des relations abusives. Un discours, cria quelqu'un, et bientôt toute la salle scanda pour que je parle. Je me levai, regardant ces visages. Ma famille choisie, ma vraie famille, les personnes qui avaient soutenu mon voyage de retour à moi-même. Il y a 2 ans, je pensais que ma vie était finie. Je m'étais tellement perdu que je ne me souvenais même plus de qui j'avais été avant. Mais j'ai appris quelque chose d'important. On ne peut pas détruire quelqu'un qui refuse de rester brisé. Les applaudissements remplirent la salle, mais je levai la main. La femme qui a été frappée dans ce salon, dont on s'est moqué, qu'on a rabaissée et fait se sentir sans valeur, elle fait toujours partie de moi. Mais elle n'est pas tout ce que je suis. Elle est la partie qui a appris la résilience, qui a développé de l'empathie, qui comprend à quel point il est précieux d'être vraiment vu et apprécié. J'ai croisé le regard de papa de l'autre côté de la pièce. Il essayait de ne pas pleurer et échouer complètement. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de célébrer ma liberté d'un mariage abusif. Il s'agit de célébrer la femme que je suis devenue à cause de cette lutte. Il s'agit de reconnaître que parfois les pires choses qui nous arrivent deviennent le fondement des meilleures choses que nous faisons. Je levai mon verre de cidre pétillant. Aux secondes chances, aux familles choisies et au courage de réécrire nos propres histoires. À la certitude que nous sommes tous dignes d'amour, en particulier de nous-mêmes. Alors que la salle éclatait de cris de joie et d'applaudissements, je ressentis un profond sentiment d'accomplissement. Pas celui qui vient de trouver quelqu'un d'autre pour vous compléter, mais celui qui vient de devenir enfin entière par soi-même. Plus tard dans la soirée, assise dans mon appartement, mon espace décoré de mes affaires, rempli de mes choix, j'ai sorti une lettre sur laquelle je travaillais. Elle n'était adressée à personne en particulier, mais elle contenait tout ce que j'aurais aimé dire à mon moi plus jeune. Tout ce que je voulais que les autres femmes sachent. Chère femme qui se sent piégée, ta situation n'est pas de ta faute, mais ta guérison est ta responsabilité. La personne qui te fait du mal ne changera pas parce que tu l'aimes assez, que tu te sacrifies assez ou que tu deviens assez parfaite. Elle ne changera que si elle choisit de faire le travail. Et ce choix n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas trop sensible. Tu ne demandes pas trop quand tu t'attends à être traité avec un respect humain de base. Fais confiance à tes instincts. Ils essaient de te protéger. Partir n'est pas un échec. Rester dans une situation qui détruit ton âme n'est pas de l'amour. Tu ne dois à personne ta destruction. Pas même à ta famille, pas même à la personne que tu as épousée.
Tu as plus de force que tu ne le penses. Tu as plus d'options que tu ne peux en voir en ce moment. Tu as plus de valeur que quiconque qui te fait du mal ne pourra jamais le reconnaître. Ta voix compte. Tes rêves comptent. Tu comptes. Et quand tu trouveras enfin le courage de partir, sache qu'il y a des gens qui attendent pour te rattraper, pour te soutenir, pour t'aider à te souvenir de qui tu es vraiment. Tu vaux la peine de te battre. Tu vaux la peine d'être sauvé. Tu vaux le dur travail de reconstruire ta vie. Commence par un pas, puis un autre, puis un autre. Tu es plus forte que tu ne le penses. Avec amour, une femme qui s'en est sortie. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai ajoutée à la pile que j'avais rassemblée depuis des mois. Demain, je les donnerai à Lisa pour les distribuer dans ses groupes de soutien. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est de partager nos histoires, de faire savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. En me préparant à me coucher, j'ai aperçu le couvre-lit de ma grand-mère, sauvé, restauré et maintenant étalé sur mon propre lit dans ma propre maison. Les coutures étaient encore solides après toutes ces années, tenant ensemble des morceaux qui avaient été soigneusement choisis et assemblés avec amour. Tout comme moi, tout comme nous tous qui refusons de rester brisés. J'ai éteint les lumières et je me suis installé dans mon lit, entouré par le silence de mon propre espace, la paix de mes propres choix, la sécurité de ma propre force. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans crainte, car j'avais enfin appris la leçon la plus importante de toutes. La personne responsable de la protection de Mia Kandan était Mia Kandan. Et j'étais très, très doué pour ça.